Les 30 Glorieuses vous sont présentées par le Netflix turc Mehmetflix. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Delata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bravo. C'est la première fois que ça arrive depuis à peu près un an. Nous sommes 4. Ouais. 8 exactement, 8. Nous sommes On va 4. pouvoir présenter tout le monde. Merci. Mesdames et messieurs, Éric Damin. Ouais. Figurant dans les fourberies de Scapin. Exactement, La vraie, hein. Oui, le préquel, vraiment, le premier. Avec premier. Molière, voilà. Ouais. Bien joué Nico. Nico à la réalisation, mesdames et messieurs. C'était la chanson d'Éric Damin, Où tu vas. Tu vas, magnifique chanson. C'est fou, hein. Trouvable que sur Dailymotion, tellement c'est yeux et nul. Elina. Bienvenue à ce fabuleux podcast qu'on appelle Les 30 Glorieuses. On va pas vous donner la recette. Nous-mêmes, on l'a pas. On peut passer d'une femme voilée qui s'est fait insulter à la culture générale de Soun Dembélé. Et je vous annonce, les deux, c'est violent. Ouais, c'est pas mal. Et Wita qui se fait sucer par un crapaud aussi, je trouvais que c'était pas mal cette semaine. Non, ouais. mais c'est vrai. D'accord. Et sucer Côte. une Sucer côte, une côte. bien sûr. Il Oui, est alors très- Soun, évidemment, on reviendra pas sur tes connaissances géographiques dont Yacine nous a parlé hier, Oui, puisque tu as alors. placé Metz en Alsace. Ouais, c'est ça, mais tout ce qui est. et voilà, Strasbourg en Lorraine. Voilà. tous ceux qui habitent vers Tchernobyl, là, qui ont été touchés. Vers Tchernobyl. Voilà, Ah là là, c'est vraiment. Ah, c'est pareil pour moi. Hein. C'est bien Soun. Soun, vraiment là, culturellement, on a franchi encore catégorie. Je vous On demande pourra parler d'applaudir. de la Lorraine, puisque j'ai entendu l'interview de Tony Vérel, c'était très intéressant. Ok. Ah, c'est Merci pas mal, Thomas, c'était vachement intéressant. Je vous demande d'applaudir quelqu'un qui fait des statistiques. Walid. Bonjour tout le monde. Il est l'un des jeunes talents de cette équipe. Il est jeune, il a du talent. Hugo Centric, Hugo Boucher. ça. Ouais. Bonjour à tous. Oui. Non, Ça c'était va pas l'énergie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà. Il est en pleine mutation de sa Bravo en tout cas à toutes, bravo à tous de nous écouter avec sympathie, avec solidarité. C'est fou ce qu'on fait dans ce podcast, ça va durer tout le mois de juin. On est en train de réfléchir même à le pousser au mois de juillet. Mais Non, pour non, ça, on réfléchit pas, on attend les dons. voilà. Voilà. Pour ça, il faut faire des dons, mes chers amis, si vous voulez que ça continue au mois de juillet. Vous êtes nombreux et nombreux à être juilletistes. Oh, j'ai eu peur. et Être à- juif, et- c'est et- que- Non, juilletistes. Juifistes, ça n'existe pas. Merci en tout cas, on va vous raconter un truc incroyable. C'est parti. Ce matin, nous étions au tribunal Ah. pour l'affaire face à Livre Noir Oh. avec Thomas. C'était aujourd'hui. C'était ce matin, D'accord. à 9h. Ah ouais. On arrive ce matin au tribunal et je vois la presse. Et je me dis, c'est normal, je suis une rosta. Ouais. Bon, le problème, c'est que je savais pas que je suis tombé le même jour que Pierre Ménez. Ça t'est reporté, Pierre. C'était reporté à selon l'état physique de Pierre Ménez. Je sais Oui, pas c'est si ça. t'as vu. Son avocat dit il est mourant. Ah bah peut-être que il aura pas de procès. Et le tien, il a dit, il est Non, marrant. non, il est vivant, il est vivant. Nous, il nous l'a dit, il est vivant. Il est marrant. Non, on a bien rigolé ce matin. C'est Ouais. franchement n'importe quoi. Franchement, il faut pas nous mettre dans un tribunal. Bon, il est dorénavant clair que mon public est sur le banc des accusés. Mec, je rentre au tribunal. Et il y en a Tous pas. ceux qui attendaient de prendre 8 ans ferme. Yacine. Aucun avocat On est ne ensemble. m'a hein. reconnu. Ouais, non, mais je suis proche de mon public. Je voulais vivre cette expérience Ouais. carcérale. Et Thomas, dans un tribunal, franchement, beaucoup de gens attendaient qu'il soit jugé avec ce corps pour pédophilie. Mais vous, c'est où? Derrière le plexiglas? Non, Non, oui. toi, bah l'autre, tu regardes trop de séries. Il est fou, Non, lui, tu rentres. On n'est pas des tueurs en série, qu'est-ce qui Bah, alors, t'arrive l'autre, T'es fou, oui, celui-là. et ils nous ont mis, comme Hannibal Lecter, une camisole. Et Il y avait une manif aussi devant. Ouais, Ouais, libérer pas- Yacine. N'importe quoi. Non, on est arrivé, bon, 9h, 9 porte heures, Clichy sous la pluie. Hein, Mois c'est de juin, 10 degrés de la voilà, pluie. on normal. arrive. Bon, les jeunes de banlieue et moins jeunes nous reconnaissent. On est avec vous, les frères. Salem, évidemment, Salem. Bien sûr. On Non, monte non, au moi, pas 6e Salem. étage. Voilà. Le fou furieux de Livre Noir, était Jordan, là était à Oui, 1 cm de oui, moi. ah Et ouais. encore, il a eu peur. Encore. Oui, oui.
Et il avait sa trottinette ou pas? C'est une bonne question. Ouais. On ne sait pas. Il a vérifié que la porte du tribunal n'était pas fermée. Sinon, il allait reporter plainte pour séquestration. Contre le juge. Contre le juge. Donc on l'a vanné, Ouais. évidemment. Bien sûr. Et donc on était avec Thomas en train de réaliser que c'était beaucoup trop tôt pour être jugé 9h du matin. C'est vrai, Thomas, j'ai oublié de débriefer avec toi. Mais nous aussi, hein, on va être comme les Antillais, on va être jugé à partir de midi. Bah oui. Et On là, a demandé au juge. Un mec rentre, il a une carte de presse, valeur actuelle. Ouais. Bah oui, D'accord. Il n'y avait qu'un seul journaliste. qu'un seul journaliste de Valeurs valeur actuelles. actuelle. Hein. Il était là, à côté de nous. Bon, il s'attendait à ce qu'on le vanne, évidemment. Thomas, on s'est retenu. Si, il a dit, excusez-moi, il t'a parlé un moment. Oui, il a dit je m'assois ici, donc il s'assoit à côté de nous, normal. Le gars, il s'assoit avec les prévenus et il n'est pas au courant de comment ça se passe. Il a 25 ans, quoi. C'est des petits journalistes de mais valeurs c'est actuelles. des chatons, ces Mais fachos. oui, c'est c'est- ça que j'aime bien avec les nouveaux fachos. Ils sont mignons. Hein. C'est un peu le pif magazine des racistes. de toute Ouais, façon. c'est Il vrai. manque Bah, juste le surtout que t'as un gadget. gadget. Non, non. D'accord. Un arabe qui se noie, miniature. Un noir qui se fait tirer dessus, miniature. Non, mais C'est très c'est. marrant, ça, de faire un pif gadget des racistes. Ouais, après, il était assis. Donc, l'autre, Jordan Florentin, il est venu avec 20 minutes de retard, ce qui est inadmissible. Bah oui. c'est- Nous, on a eu le temps de pas faire sérieux. 2 fois 10 minutes avec Thomas. Ça fait du stand-up. D'accord. C'est des Ah, vannes, c'est bien ça. voilà. Ouais. Et après, l'autre, il est venu, il était pas bien. Mon avocat a fait les meilleures blagues du monde. Mon avocat, c'est le plus marrant. Il a dit, on n'est pas prêt, il faut reporter, voilà. Et après, ils ont dit, on est d'accord? Ok, rendez-vous dans 8 ans. Ah ouais. Voilà, Wow. Bah, la justice française, il y a du Ouais. retard. Ouais, un peu. ouais. ouais, le Là, j'ai temps. vu qu'ils étaient en train. Il y avait une procédure pour indemniser les victimes d'un crash de 2009 aujourd'hui. Donc il y a Ah 13 ouais, ans. ça, quoi. ouais, Et ça sur, doit être un peu. Il y a plusieurs raisons à ça. Hein. C'est le renvoi. Déjà, on parle de renvoi c'est ça, quand, ouais. quand l'audience est renvoyée à la demande d'une des parties. Si l'autre Crois-moi, partie est moi je suis d'accord. habitué comme Soun à être renvoyé. Là, franchement, ouais. ça m'a pas déplu pour une fois. Je suis renvoyé. Ok. Oh. Et après, il a demandé où était le bureau du directeur, ce gosse. D'habitude. Ah, il est tout en haut, c'est le dernier étage. Ah bon, C'est au déjà palais de rendu, ouais. justice C'est Ouais, qui ouais, t'as Il y a le- qui Il y a Dieu au dernier étage Non, c'est le président du tribunal judiciaire de Paris. Et t'as l'ascenseur panoramique en fait qui monte, c'est impressionnant, hein. C'est Ah non, Disneyland. nous, on hein. a pris l'ascenseur pas panoramique. Non. Non, pas. Panoramique. Pas l'ascenseur. Non, Soun, j'ai vu beaucoup de Soun et de Yacine aujourd'hui. Ah, tu m'étonnes. C'est une réalité. Hein. Il y a bien un truc où il y a eu le grand remplacement. Ouais. C'est C'est sur là. le banc des accusés. Ouais. Bienvenue dans mon monde, moi. C'est Ouais. tous les jours. Hein. Je les vois passer avec les menottes, les trucs, les machins. Je sens un regard, tu sais, Un eye compatissant. contact. Ouais, on est On est ensemble. ensemble. Pas Ouais, tout on à se fait, ressemble, mais on se ressemble. Non, mais le Moi, problème, pareil avec les keufs. c'est vrai que, non, ce qui m'a fait rire, c'est que quand on est sorti de l'audience et tout, qu'il y a eu le report, j'ai vanné 2 Renois qui sont passés devant la cafette. Ils avaient, tu sais, des sacoches Lacoste. Gucci, je sais pas quoi, je leur dis enlevez ça, sinon vous allez prendre 2 ans ferme. c'est Et la clair. deuxième m'a dit Inch'Allah. Je dis, oh là là. Il y a des cherche- marques à pas cherche un porter. logement, lui. Hein Il cherche un logement. Non, mais franchement, il n'y a pas. Clairement, il n'y a pas mort d'homme et tout. Et au vu du contexte avec l'affaire malheureuse qui se passe en ce moment dans le 18, c'est important quand même, quand c'est pas grave, quand il n'y a pas mort d'homme, de relativiser. Ouais. C'est relou et tout. Bon, vous êtes bien au courant, les auditeurs de ce podcast, qu'on a vécu un truc un peu beaucoup inadmissible. Mais tu vois, le petit journaliste, enfin même pas journaliste, je lui donnerai jamais l'opportunité de s'appeler journaliste, Jordan Florentin, là, en fait, il est pris à son propre piège. Parce que, tu vois, il a voulu médiatiser l'affaire, il a réussi à le faire. Moi, je suis tombé dans le panneau. Mais surtout, ce qui est fou, ça vous fait rire, c'est que quand il est sorti du tribunal, il est sorti avec le journaliste de Valeurs Actuelles et pas son avocat. Ah oui, Et en d'accord. fait, c'est là où tu dis, en fait, il y a maintenant, dorénavant, des Instagrammeurs fachos. Ouais, fait ça que C'est-à-dire, pour le en fait, buzz. Les influenceurs fachos, quoi. Ouais, il y en a. Ouais, en fait, c'est des mecs qui créent des embrouilles. Ils ne vivent que dans l'embrouille. Malheureusement, ils sont relayés par des émissions qui, des fois, leur donnent l'opportunité d'exister. Cyril Hanouna a pu recevoir des gens de ce type-là. Et en fait, ils viennent sur les plateaux, ils font genre, ils sont, comment dire, j'allais dire, médias compatibles. Et derrière, tu vas avoir leur contenu. Mais là, ils ont perdu d'avance parce que, franchement, ils vont commencer à fatiguer les gens. Chez Livre Noir, je ne sais même pas combien ils ont de plaintes et d'embrouilles, à part moi. Des plaintes qu'ils ont instruits eux. Enfin, Bah, tu veux dire Qui combien- provoque, qui de provoque. toute Ah oui, qui façon. provoque. Non, je crois Mais, qu'ils ont- mais c'est une belle métaphore, hein, le fait qu'il sorte avec le journaliste et pas avec son avocat, ça veut bien dire que ce genre de médias, ce sont leurs véritables avocats en réalité. Valeurs Actuelles et Livre Noir, bon, bah, c'est la Ça. même merde. Hein, donc, Et c'est eux qui supportent leurs Oui, paroles. mais je crois qu'ils vivent très très mal
le résultat politique du scrutin. Parce qu'en fait, ils ont eu l'opportunité depuis le mois de septembre de truster les médias. Déjà, le peuple français les a renvoyés parce qu'aucun d'entre eux n'a émergé. Tous ceux qui ont goûté au grand remplacement, au racisme, et ça va de Valls à Pécresse, en passant par Zemmour et tout. Et la finalité, surtout, c'est qu'ils n'ont plus que ces moyens-là pour faire parler d'eux. Tu vois, politiquement, la Zemmour, je le vois, tu vois, il est noyé dans la masse. Là, sur les législatives, c'était une méga star durant la présidentielle. Regarde, le mec, aujourd'hui, c'est même un figurant. C'est même pas... Tu vois, la réalité, c'est que la politique, à un moment, c'est des propositions concrètes. Et même en ce moment, tu vois beaucoup de vidéos des candidats RN qui passent sur des plateaux de province, c'est ça. Oui, ou de voix élevés sur leur incompétence et leur méconnaissance du sujet. C'est horrible, c'est un peu Malaise TV qu'on salue, qui sont quand même des gens brillantissimes. Enfin, leur contenu, il est quand même facile à faire, mais il y a tellement de malaise. Non, mais ils choisissent les bons. Tu vois, c'est comme Cerveau Disponible, c'est comme nos amis Les Répliques, que je salue et dont je suis solidaire, parce que Les Répliques aussi, comment ont été shadowban. C'est pour ça qu'ils ont arrêté. Ouais. Alors qu'ils font que renvoyer, enfin ils ne créent rien, ils sélectionnent ce qui est publié. Ouais. Et malgré cela, ils se font sanctionner. Non, mais il y a un problème, on peut en parler dorénavant, parce que c'est lié au premier sujet, c'est que je ne sais pas si les réseaux sociaux dans ce pays mesurent à quel point ils sont peu objectifs. Parce que là, tu vois, le même mois, Shadowban, et tu vois, on est un peu dans la même constellation, sans forcément être d'accord sur tout, mais Shadowban Assa Traoré, Shadowban Mon Compte, Shadowban Les Répliques, mine de rien, même si sur certains aspects on est en désaccord, c'est un peu la même ADN. Et en fait, j'ai l'impression que les réseaux sociaux favorisent en France les fachos et non pas ceux qui les combattent. Tu vois, enfin, je sais pas, Walid, ce que tu en penses. Cet ADN-là, c'est la liberté d'expression, tout simplement. C'est ce qu'il y a en commun avec tous ces comptes-là, toutes ces mouvances-là. C'est simplement qu'ils expriment, enfin, vous exprimez, on exprime tous une opinion qui est pas l'opinion majoritaire et qui ne souhaite pas être, enfin, dont les médias ne souhaitent pas voir, mise en avant. Et ça c'est très, j'allais dire, partisan. Et c'est très, comment dire, quand tu choisis ton parti, subjectif. C'est très subjectif. Merci, je cherchais le mot de shadowban quelqu'un. Franchement, moi, je dis pas que je le vis mal. Je le vis, ma production le vit mal, les gens avec qui je travaille, parce qu'en ce moment, je suis en tournée et que l'un des seuls moyens de m'exprimer, c'est mes réseaux sociaux. Mais c'est très partisan de couper un compte sous prétexte que toi, dans ton fort intérieur de mec d'Instagram, tu te dis non, mais lui, non. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui te signalent? C'est pas un groupe d'extrême droite qui signale en masse. Non, parce qu'en gros, c'est juste pour eux, si t'as une problématique, c'est eux, ils veulent moins de problèmes. C'est ciblé. C'est l'algo qui fait ça. Les règles, ce qui est frustrant, je trouve, c'est que les règles sont pas claires. Tu sais, Instagram, ça appartient à une société privée, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent exclure, inclure qui ils veulent. Mais les règles sont pas claires. Ça veut dire que si tu as un cahier des charges, tu joues au foot, tu connais les règles, tu prends le ballon à la main, bah il y a faute. Enfin non, il y a coup franc. Ouais, mais c'est parce que c'est les algos, en gros, ils révèlent pas le fonctionnement des algos. C'est comme l'algo de recommandation. Ouais, mais t'as pas mal d'études quand même. T'as pas mal d'études quand même qui ont mis en lumière que c'était quand même les idées d'extrême droite assez radicales qui étaient mises en avant. Je dis pas qu'il y a une confédération complotiste, etc., qui cherche cela. Mais tout de même, tu trouves tout de même que ce qui va être radical plutôt à droite va être poussé en avant, va être mis en valeur et ça, ne va pas être sanctionné. J'ai appris, c'est Hugo peut-être le plus connecté avec ces questions-là, parce que de par nos âges, on a peut-être raté ce tournant, qu'en Chine, c'est ça, TikTok ne montre que des expériences positives. Non, mais en gros, c'est la théorie, c'est une théorie qui tourne, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois, mais apparemment, l'algorithme chinois mettrait en avant des vidéos de jeunes Chinois qui font des performances, des prouesses, voilà, des choses, on va dire, qui tirent vers le haut. Et du coup, ça pousserait les jeunes Chinois à se dire, ah bah pour percer, pour faire des vues, il faut faire des trucs stylés. Alors qu'en Occident, ils mettraient en avant plutôt des contenus un peu idiots, genre des trucs faciles, un peu bêtes. Comme ça, les gens ils se disent, ah bah pour percer, il faut faire des trucs bêtes. Et en gros, ça amène une tendance dans la future génération qui se dit, pour exister à travers les autres, il faut faire des trucs débiles. Alors qu'en Chine,
Ça serait plutôt, il faut faire des trucs intelligents. Et donc, ça pousserait. Les prouesses de Sun, par exemple, en Chine, c'est mort. Ouais. Metz en Alsace. Il a compté jusqu'à 100. Ils me les mettent en avant. Non, mais le Shadowban, J'ai fait 100 000 vues. J'avais regardé qu'au début, ça a été créé au début d'Instagram pour les contenus pornographiques. Rien à voir avec la liberté d'opinion. Donc, effectivement, c'est il y a toujours cette discussion sur... arbitraire. C'était ça le mot que tu cherchais. Arbitraire, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je buguais sur un mot. Je me disais, il est où? Je le cherchais dans mon cerveau. Là, j'ai trouvé. Hein, j'ai fouillé dans tes cheveux. Non, ce qui est impressionnant aussi, c'est le fait que c'est comme Facebook. Je crois que si une femme, ou sur Insta, si une femme se prend en photo un sein nu, tout de suite on lui bloque son compte, alors que tu as vraiment des nazis qui peuvent faire des vidéos, tu vois. Nazis habillés, ça va. Oui, nazis, mais habillés. Non, mais franchement, j'ai toujours été contestataire contre les GAFAM. Tu vois, pour moi, c'était un espèce de truc très lointain. Mais mine de rien, ça commence à rentrer dans nos sociétés et ça a des conséquences effroyables. Parce que, sincèrement, la police de la pensée, la police du vêtement, la police de tout ça, c'est pas très très clair. Et je comprends moi que le Parlement européen soit très très réfractaire aux GAFAM. Tu sais, on est le seul continent qui, bon, et je parle pas de la Chine qui est un pays continent, mais il y a quand même beaucoup de pays aujourd'hui qui commencent à se rebeller contre ces sociétés privées, comme disait Walid, et qui décident du point de vue émergent dans une société. Ça a des conséquences dévastatrices. Malheureusement, politiquement, ce qui est mis en exergue, c'est la fiscalité. Ouais, c'est très dur à légiférer. C'est plus la fiscalité qui motive, on va dire, le contrôle des GAFAM au sein du Parlement européen, et moins l'influence sur la politique, en fait. Même s'il y a des cellules qui existent, même en France. Mais ça s'arrêtera jamais. Non, et tu peux... Aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience, nul qu'il soit dans son activité professionnelle ou dans ses contacts personnels, ne peut faire l'impasse en fait, sur au moins 2 de ces GAFAM. C'est pas possible. Tu vas Google, moi par exemple, j'ai pas de compte Facebook, mais j'ai Twitter, j'ai Instagram, et malgré ma réticence, ça va dans l'air du temps et il faut l'embrasser. Au lieu de le rejeter, tu peux pas. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais moi, je commence objectivement à comparer ça à une espèce de drogue. Twitter, je remercie Twitter. Non, je les remercie pas. Ils m'ont viré de manière tout à fait arbitraire parce que pour le coup, les gens qui me menaçaient de mort ont toujours leur compte et j'ai porté plainte à maintes et maintes reprises. Mais quand j'étais sur Twitter, Thomas me disait, tu te rends pas compte de ton état. Même mes proches, je me réveillais le matin. J'allumais Twitter et j'étais, dès le matin, en embrouille. Et ça avait une incidence sur mon moral. Et en fait, j'envie maintenant les gens qui n'ont pas les réseaux sociaux. Mais ça ravage les réseaux sociaux parce que de toute façon, c'est étudié pour que ça te stimule ton cerveau tout le temps. Donc tu es tout le temps accro. Et en vrai, la première chose qu'on fait le matin, souvent, c'est regarder ses notifications, quoi. Mais ça rend des gens fous. Et d'ailleurs, toutes les dingueries qu'on dénonce dans nos sketchs, comme le multidécomplexe et tout, c'est des gens qui sont constamment sur Twitter. Les Eindhoven, enfin j'en passe, qui sont toute la journée. Qui existent via ces réseaux sociaux-là. Mais la clé, une des clés, ce ne serait pas la seule, ce serait trop facile, mais une des clés pour moi d'avancer en la matière, c'est la levée de l'anonymat. Tout simplement, Ça a l'air compliqué. Hein. Ça a l'air compliqué. Il y a deux choses que j'aimerais avec le prochain gouvernement, la prochaine Assemblée nationale. 1, l'arrêt de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Franchement, j'en ai parlé à l'ancien ministre du numérique, Cédric O, qui m'avait dit non, trop compliqué en fait. Ouais. C'est lui qui a certifié Mila. Hein ? C'est lui qui a certifié Mila. Oui, mais il l'a certifié parce que j'ai pas compris la levée de bouclier. Ce qui a été le problème, c'est qu'elle ne soit pas à la hauteur de cette certification. Parce que, en fait, Mila, c'est une gamine. Tu sais, c'est juste. Moi, je comprends pas les procès, les trucs. C'est une gamine qui fait de la merde comme une gamine de son âge. Et le problème, c'est que j'en veux plus aux gens qui l'ont instrumentalisé. C'est quand même faux, on retrouve les mêmes noms. Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, qui est un idéologue, qui est un homme objectivement dangereux. C'est pas un avocat. Tu vois, moi, par exemple, mon avocat, j'ai des désaccords avec lui idéologiques très profonds. Mais il a la noblesse de prendre des combats comme un avocat, c'est-à-dire de défendre des prévenus, même avec qui il est en désaccord. Richard Malka, franchement, je ne lui souhaite pas d'être menacé de mort parce que c'est quand même sa vie, mais c'est quand même fou. Dans tous les dossiers islamophobes dans ce pays, il est dedans. Tu vois, il a pris Mila, il en a fait un événement médiatique, mais alors disproportionné par rapport à l'affaire Mila. Et aujourd'hui, cette gamine n'existe qu'à travers cette notoriété
disons-le, assez abjecte. Tu vois, moi, ce que je souhaite à cette gamine, c'est qu'elle reprenne sa vie de 19 ans. Et heureusement qu'elle fait des erreurs à 18-19 ans. C'est cet âge-là où tu fais comme de la Tanguy David, on n'entend plus parler pour l'instant. Mais t'entends plus parler Attends, parce elle va twerker bientôt. Non, mais il n'y a pas de... dans une église. Non, mais les amis, il n'y a pas de... Non, ça c'est Benjamin. Il n'y a pas de SAV. Il n'y a pas de SAV. Tu le compares à Omar Sy Hein Tu compares Tanguy David Il à n'a pas de Omar Sy. Fred. Pourquoi C'est le ça SAV le problème. Non, il n'y a pas de SAV, il n'y a pas de service après-vente de la notoriété. Et c'est violent. Hein. Bien sûr, c'est violent. Tanguy David, vous rigolez les amis, mais je vous dis, on n'est pas à l'abri d'un drame. Parce que la notoriété, c'est une drogue encore plus dure que les réseaux sociaux. Et si tant est que les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas une forme de notoriété à petite échelle? T'es là, tu regardes combien de followers t'as pris, combien, tu vois. Non, Mais maintenant, c'est ça, c'est que les micro-influenceurs. Maintenant, on va dire la nouvelle vague, c'est ceux qui ont 30, 40 000 abonnés. Et en gros, t'en as en fait tellement maintenant que tout le monde est un micro-influenceur. Mais tout le monde est accro à ces notifications. Mais tu sais, il y a un truc qui va te faire rire. Booba, je suis en désaccord avec plein de choses. Je trouve, enfin, tu vois, pour moi, c'est du gâchis. Et je pense que c'est la preuve encore que les rappeurs peuvent mal vieillir. Mais artistiquement, il a toujours été au rendez-vous, plus ou moins. Mais là, ce qu'il a fait aux influenceurs ces derniers jours, franchement, c'est hyper respectable. Chapeau. Parce qu'il est en train d'attaquer des mecs qui ont 3-4 millions d'abonnés. Et moi, je ne connaissais pas, en fait, le côté escroc de certains, en fait. Moi, je croyais juste qu'influenceurs, c'était des gens qui racontaient leur vie. Et en fait, je découvre que certains, ils font de l'argent sur la pauvreté des autres. Oui. Il y a des gens qui leur renvoient de l'argent. La plupart, c'est ça. Ils vont vendre, par exemple, des formations où tu peux, en gros, ils te disent tu payes un abonnement pour accéder à des conseils sur des investissements financiers. Sauf qu'en vrai, les investissements, c'est du vent et c'est juste eux, ils récupèrent l'abonnement des gens, quoi. Et après, ils te montrent leurs chiffres en mode regardez tout ce que j'ai gagné, mais c'est grâce aux abonnements qu'ils ont gagné ces chiffres-là et pas parce qu'ils ont fait des bons placements. Là, j'ai appris, ça y est, c'est officiel, c'est officieux, ça va devenir officiel, que Dubaï essayait de trouver une solution pour les influenceurs. La prison. Figure-toi que c'est quand même pour certains d'entre eux, je ne vais pas citer de nom, il y en a là, je crois qu'ils sont aux portes de la prison. Hein. Pourquoi pas une télé-réalité Les Marseillais en prison? Ça a commencé. Hein. Moi, j'ai pas mal de contacts avec, de par mes anciennes fonctions avec des officiels émiratis. Et un truc qui a été mis en place et qui, je trouve, qui traduit bien cette volonté-là, c'est la grande mosquée à Abu Dhabi. Vous savez, une des plus grandes mosquées au monde, Cheikh Zayed. C'est moi, il faut que tu regardes. En fait, avant l'accès, non, mais c'est un lieu vraiment. Ah oui, là où ils font la photo. Exactement. D'accord, oui, je vois très bien. Tu vois, moi, j'y suis allé plusieurs dizaines de fois et en fait, tu pouvais te balader un peu partout, etc. C'est magnifique, hein. Vraiment, c'est un lieu à visiter. Et en fait, depuis quelques temps maintenant, on restreint l'accès vraiment autour et tu peux pas t'arrêter où tu veux pour prendre des photos parce qu'il y a eu tellement d'abus des influenceurs, des happenings au milieu d'un lieu de culte. Non, mais c'est n'importe quoi. Des gens qui smurfent devant la mosquée. Si c'était que ça, ça irait. Il y a eu bien plus que ça et on a tous en tête certaines... on va dire certains atouts physiques de ces influenceurs et influenceuses. C'est compliqué pour dire. Pareil qu'ils ont mis un détecteur de silicone maintenant. Dans la mosquée. Bip 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 bip. Oh là. Excusez-moi, vous avez du silicone dans la bouche. Pas du tout. Et l'accès maintenant est complètement restreint et c'est dommage pour tout le monde. Mais en effet, il y a une vraie volonté aujourd'hui. Parce que ce qui fait Dubaï, il n'y a pas de ressources minières ou gazières ou de pétrole à Dubaï. Hein. C'est le tourisme. Oui. En partie, il y a une vraie volonté, en effet, pour les autres Émirats, c'est complètement différent. Mais malheureusement, parce qu'on sait qu'il y a des modes comme ça, où il y a eu la Thaïlande, Dubaï, il y a d'autres pays qui s'ouvrent maintenant aux influenceurs aussi. Parce que quand ils seront virés de Dubaï, il va y en avoir d'autres. Pas tant que ça. Non, je crois que vraiment, il existe quelque chose aujourd'hui qui crée des violences très soudaines et qu'on ne souhaite pas physiques. Mais tu vois, les influenceurs, là, ce qu'a fait Booba, de jouer sa notoriété contre la leur, et en fait, tu te rends compte que Booba, il a gain de cause. Mais parce que ça a détruit, ça va avoir des conséquences, je le dis aux gens qui écoutent ce podcast, ne laissez pas vos enfants exister à travers ça. Moi, mes enfants, ils sont pas relayés là-dessus. Enfin, tu vois, c'est très compliqué à comprendre, mais c'est venu de mes enfants. Mes enfants trouvent que c'est pas utile. Tu vois, je prends par exemple mon fils qui a 7 ans, il n'est pas du tout élevé là-dedans et c'est compliqué parce que on dirait que quasiment tu dois faire le film de réalisateur préféré là, Shyamalan. Shyamalan. Lequel?
le village. C'est que bientôt, tu vas mettre tes enfants dans un endroit en disant non, ça n'existe pas. Ouais, et franchement, là, ce qui est fou. Ça a spoilé de ouf. T'as raconté la fin. Là. Ouais, quand même, le film, tu regardes pendant 2h30. Il sait même pas de quoi je parle. Si, M. Night Shyamalan. Ouais. Mais tu vois, genre, dans l'humour, ça, pour parler de notre secteur, ça a fait ça a fait du grabuge, les fausses notoriétés d'Instagram. Voilà, il y a des gens, ils accumulent des centaines de milliers d'abonnés et ils puent la merde sur scène. Amine original. Quoi non, Amine, c'est pas vrai. Non, mais parce qu'Amine, il a pas cette ambition. Viens, Amine. Viens, Amine. Viens avec nous, Amine. Ouais. Même si... Les Grandes Glorieuses. Alors, vous pouvez Comment je l'ai introduit aller jusqu'au point de mettre un jingle, mais non, Amine, tu me coupes si j'ai tort, parce que c'est toi le bébé de ce podcast. Mais moi, je suis plus vieux qu'Hugo. Hein, je suis plus vieux qu'Hugo quand même, j'ai 27 ans. Non, en termes d'intelligence. on parle de QI. Là, on dirait ton daron, je te dis la vérité. Là. Amine, il y a beaucoup d'influenceurs qui veulent... Enfin, d'influenceurs de gens qui ont 800, 500 000, 100 000 abonnés qui veulent devenir humoristes, ou ça s'est calmé? Non, il y en a plus. Non, en fait, c'est pas le même métier. Hein. Ça se voit. Hein. Quand tu es youtubeur, tu sais que ce que les gens font sur scène, les humoristes, c'est pas la même chose. Tu vois. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui essayent. Ça existe encore, youtubeur? Ouais, youtubeur et influenceur, c'est différent, parce que youtubeur, c'est un peu toi, donc qui a commencé, je rappelle, avec Squeezie, avec tous les mecs qui sont les plus connus aujourd'hui des youtubeurs. Influenceur, c'est encore après, c'est les instagrammeurs ou instagrammeuses qui font des tutos, des trucs comme ça, et qui n'ont pas forcément des chaînes YouTube et tout ça. Voilà, exactement. En fait, sur YouTube, il y avait une forme de base de créativité. Voilà, il se passait quand même des choses. Même si vous étiez des golemons à monter debout sur des métros en marche, il y avait quand même un truc. Et moi, c'est de ça dont je veux parler en plus sur scène, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que les réseaux comme TikTok, Instagram, etc. a simplifié la façon de créer et ça a un peu donné accès à tout le monde, en fait, de faire des vidéos et de devenir connu. Donc en vrai, maintenant, tout le monde est micro-influenceur. Tu vois. Et tu sais, là où je suis assez fier, comme en politique, tout à l'heure, on disait Zemmour, pour moi, c'est la même analogie. Zemmour, c'est un influenceur, et quand il a voulu faire de la politique, il s'est frotté, en gros, au cinéma. C'est la même chose, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup d'influenceurs qui avaient des milliers, des millions d'abonnés, ils sont tous dit, je vais faire un spectacle, et je vais faire du cinéma. Et aujourd'hui, avec fierté, en France, il n'y a aucun influenceur qui marche au cinéma. Ils ont des millions d'abonnés, mais en fait, personne n'a trouvé l'algorithme de dire tant d'abonnés, ça fait tant d'entrées salles. Parce que, tu vois, par exemple, il y a des mecs, ils ont 1 million d'abonnés, ils ont fait 30 000 entrées au cinéma. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Il y a le palmacho, tu vois. Moi, si je dois remonter à l'époque quand même de YouTube où il y avait une forme de créativité, une base de créativité, c'est ça que je voulais dire, d'effort de créativité, tu vois. Il y avait le palmacho finalement qui vient d'Internet. C'est des sketchs. Oui. Le palmacho, je suis pas d'accord parce que le palmacho, pour le coup, ils viennent de la vieille école. C'est qu'en fait, ils faisaient des sketchs sur YouTube. Mais par exemple, Cyprien, pour moi, peut-être je suis pas la cible, ça pue la merde. Mais Cyprien, quand je vois, je suis même prêt, moi, je regarde une série qui s'appelle The Boys. Ah ouais, moi aussi. Qui est fascinante. Incroyable. Et qui raconte comment, vraiment, je vous conseille de regarder, c'était une BD déjà mythique. C'est produit par quelqu'un que tu connais, mon cher Thomas, qui s'appelle Seth Rogen. Oui. C'est lui qui produit, c'est hyper drôle, c'est hyper caustique. Ne regardez pas ça en famille, c'est ultra violent. Il y a beaucoup de trucs gore, il y a du sexe, enfin bref. Mais le fameux de l'histoire, c'est des super-héros qui veulent des vues. Qui veulent être aimés. Et en fait, c'est une très belle analogie avec notre société, tu vois. Ils sauvent des gens en se disant, si je sauve telle personne, je vais être aimé par telle tranche de public. Et il y a un truc, tu vois, comment il s'appelle, Homelander, donc qui est la méga star de la série, qui est un personnage de ouf, contrarié. J'ai l'impression que les Cypriens, peut-être pas Norman, parce que la vérité, c'est qu'il est allé sur scène. Pas forcément un truc de qualité, mais il faut reconnaître le fait qu'il est monté sur scène, qu'il a fait des choses. Mais tu vois, Cyprien, je me dis, est-ce que quand tu as 40 ans, tu restes un vieux monsieur qui va faire des blagues en disant « Salut les jeunes !» Et c'est un truc, tu vieillis mal, tu vois. Mais encore, Cyprien, il s'est un peu reconverti parce que maintenant, il fait des podcasts, il a fait une BD. Enfin, il fait des trucs un peu... Lui, il a réussi à trouver un peu son délire. Mais t'en as d'autres. Il fait des films aussi, Cyprien, maintenant, il fait des courts-métrages. Des courts-métrages sur sa chaîne YouTube. Ça, mais il essaye pas justement d'avoir ce rôle de faire gaulerie et tout. Lui, il fait un peu son délire. Donc Cyprien, je dirais que c'est pas forcément le meilleur exemple de ce truc-là. Moi, je trouve qu'il y en a qui sont bien convertis. Je trouve que Squeezie, par exemple, c'est un mec qui est... Pour le coup, tu vois, je suis pas la cible. Mais je trouve qu'il y a une forme de cohérence dans son cheminement. Mais surtout, ce qui est horrible, c'est qu'il reste vraiment... Moi, Thomas, tu sais, il me rappelle qui pas Frédéric François.
le blond là. François Valéry. François Valéry. Ah oui, Squeezie. Non, pas Squeezie, non. Mais les youtubeurs et les instagrammeurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez beaucoup trop jeunes, vous deux, mais nous aussi, on était beaucoup trop jeunes. Mais dans les années 80, les chanteurs, même dans les années 70, devaient rester objets de fantasme. Et même quand ils étaient mariés avec enfants, ils allaient faire des tournées déguisés en jeunes. Et ils disaient à leur public, même le plus connu d'entre eux, c'est Claude François. En fait, Claude François, bon après c'était une telle star, mais il y a beaucoup de gens qui disaient non, je suis célibataire, alors qu'ils avaient femme, enfant sur le côté. Et j'ai l'impression que ces mecs-là, la génération d'Instagrammeurs, là, ils vont se réveiller, d'ailleurs toi tu le ressens, un jour à même 30-35 piges, et d'un coup, je trouve d'ailleurs que Norman, il aurait mieux fait de faire un spectacle grunge, savate, ce qu'il a été et tout, alors que là, il a fait un spectacle, tu vois, après, malheureusement, il a été considéré par les gens qui travaillent avec lui comme un produit, plus que comme un humoriste. Ouais, c'est ça, il voulait vendre... Ouais. Mais moi, je suis... La marque Norman. Mais tu vois, Norman, ouais, et c'était moche, parce que vraiment, pour le coup, moi, j'ai vraiment... Bon, après les blagues, je trouvais ça triste et tout, parce que le mec, mine de rien, Norman, au début, c'est vrai qu'il a amené un vent de fraîcheur de ouf. Quand il faisait ça dans sa chambre et tout, nous, d'ailleurs, on était déjà dans le métier. Et je me souviens que le mec avait une telle fraîcheur, ses premiers textes, parce qu'il n'y avait pas de calcul. C'était ça, moi, que j'aimais chez les youtubeurs. C'est des mecs qui s'en battaient les couilles de passer sur Canal, de faire... Ils faisaient leur truc. Tu vois, par exemple, Jérôme Niel, que je salue, et ben Jérôme Niel, je trouve ça hyper bien construit. Le mec a été un youtubeur, il a fait partie de Studio Bagel, il avait une pastille sur Canal qu'il a fini par, tu vois, rogner. Il revient là avec un spectacle, il est lui-même, il est en phase avec son âge. Je crois que le spectacle est d'ailleurs plutôt de qualité. Je sais pas si tu vois les retours. Il a un bon bouche à oreille. Il y a des bons retours, ouais. Ouais, moi j'ai pas vu le spectacle, mais... non, mais c'est lui. C'est lui à son âge. Et en fait, moi, je le vois. Enfin, quand Soun, tu fais l'underground et tout, je vois, moi, les influenceurs, quand ils viennent, on dirait, tu sais, tu te souviens, dans Gladiator, quand le mec, il est dans le couloir, il commence à se pisser dessus. Bah oui, c'est ça. Et en fait, bah oui. Mais moi, je voulais dire un truc, là, chercher une comparaison avec le verbe. Ouais. Non, mais ouais, si j'ai trouvé mes mots, c'est bon. Arbitraire. Non, ouais. Pour comparer avec le stand-up, moi qui étais sur YouTube depuis 2010, tu vois, genre j'ai fait des rencontres avec des youtubeurs. L'accessibilité, même aborder une personne, tu vois, c'est genre soit pour un featuring, soit tu fais un truc avec une marque, avec l'autre, mais tu vas pas copiner avec un autre créateur comme ça, juste pour échanger de vidéos. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Peut-être que c'est pas comme. Par contre, dans le stand-up, tu peux rencontrer tout le monde. Pourquoi ? Parce que tu sais, il y a un truc de. C'est la valeur de la discipline, tu vois. Tu passes du collaboratif en fait au pur. C'est ça. Alors là, tu viens de perdre Amine et Soun en un mot. Collaboratif, carrément. Comme lors de la Seconde Guerre mondiale. Non, mais surtout, il y a un truc qui est vrai, c'est que la scène, c'est un moment magique, mais tellement impressionnant pour soi-même. Déjà, dans la vie, parler de soi, c'est dur. Mais parler de soi devant des gens que tu connais pas, et en plus, tu ne fais rire qu'avec tes faiblesses. Tu fais jamais rire avec ta richesse. Ça veut dire, si par exemple tu viens sur scène, tu dis j'ai de l'oseille, je suis heureux, je suis beau gosse, les gens ils te détestent. Par contre, tu viens, tu dis je vais vous raconter hier comment je me suis fait tabasser. Les gens ils sont ah putain, moi aussi j'adore. Et en fait, il y a un truc là-dedans, tu vois, moi je le vois dans beaucoup de spectacles et tout. Je vais pas voir beaucoup de spectacles, c'est Thomas qui se coltine, mais les humoristes qui t'envoient des messages en disant est-ce que je peux venir, qui se préparent, en fait, c'est triste à vous dire, mais il faut passer par la case, ça va pas fort. Franchement, là, le dernier que j'ai vu, c'est Younes Hanifi, et c'est Soun qui m'en a parlé. Hier, j'ai vu ce matin 2 de ses sketchs, et je vous conseille de regarder. Ça y est, ce garçon, il a trouvé son clown, c'est ce que tu disais. Oui, ouais, c'est ça, il a mis un peu de temps, tu vois, c'est pas arrivé tout de suite. Mais c'est normal. C'est normal, oui, moi, c'est j'aime normal. bien l'idée que des gens, tu vois, ils trouvent leur clown, ça met... Et en fait, c'est ça qu'on dit aux gens. Trouver son clown, c'est un mot de metteur en scène un peu... Trouver ton clown, en fait, c'est trouver le personnage qui est le plus proche de toi pour faire rire les gens. Et, phrase de Miles Davis, j'ai mis des années à savoir jouer comme moi. En fait, au début, il y en a beaucoup, ils copient des Américains, des trucs, des machins. Et à un moment, c'est le cas de Wail. Vous pouvez applaudir Wail, s'il vous plaît. Et Wail, quand il montait sur scène... encore aujourd'hui, il est vachement touchant parce qu'il tremble et on dirait à chaque fois que dans sa tête, il y a une phrase, quelqu'un qui lui dit « Qu'est-ce que tu fous là, Wail ?» mais c'est l'alcool, ça. Et en fait, le plus important, et vous, dans le Café Pigalle, ce que vous avez
fait, c'est d'avoir un lieu où en fait tu peux apprendre à te connaître toi-même. Tu vois, genre, et franchement, toi, Soun, déjà l'underground c'est un peu plus haut. Tu vois, le week-end dernier, je ne souhaitais pas à un humoriste rookie de venir sur le plateau de l'underground parce que c'était hyper dur. C'était hyper dur, la salle était pleine. Ton plateau c'était Nino Arial, Mao et Kino et Gabriel Frances. Et du coup, ils étaient tous très bons. Ouais. Et si tu avais mis un petit jeune, il aurait été vraiment pulvérisé par le niveau des autres. Et ensuite, c'était pas le bon endroit. Tu vois, aujourd'hui, moi, je vois des mecs, je sais que c'est des tricheurs dans le stand-up. Ils montent des gros plateaux et après, ils font partie du plateau. Et en fait, pour se donner l'impression qu'ils jouent au Barça. Mais gars, si t'es un mauvais footballeur et que tu joues au Barça, si le mec il te fait une passe, on va voir que t'es un mec qui joue à Guignon. Ne faites pas ça avec les Américains, ils rigolent pas avec les plateaux comme ça. Aux États-Unis, au Québec, notamment Montréal, quand il y a un plateau, il y a un line-up que des bons humoristes. Ils sont pas copains, ils sont tous très bons. Et en fait. Et il y a Mathieu Bock-Côté à la fin. Ouais, qui vient, qui dit vas-y, c'était tous des wokistes. Mec, depuis qu'il a fait le personnage Mathieu Bock-Côté, on n'a jamais autant reçu de messages. On a écrit des DJ chelous, on a tout fait. Mais là, refait. Vous pensez quoi, excusez-moi, Mathieu Bock-Côté, de l'équipe de France? Écoutez, je pense que ce sont des gens qui sont déconstruits, qui cèdent à la déconstruction des wokistes et des islamistes qui sont vraiment en maillot bleu. N'importe quoi. Complètement. Mais le gars est un Québécois. Pardon, mais c'est un sans-papier. Il a pris une confiance de ouf. Non, mais s'il y avait un rebeu qui tous les soirs, il venait et disait Sidi wokiste, Chalgoumi. Sidi Brouchette. C'est vrai qu'il y a Chalgoumi. Mais franchement, moi, dans le stand-up, je regarde ça. Franchement, les 3 derniers spectacles enfin, les 2 derniers spectacles que j'ai vus sur Netflix qui sont Ricky Gervais et Dave Chappelle, en termes d'assurance par rapport à ce qu'ils sont, c'est tellement ouf que je me dis, en France, il n'y a aucun humoriste qui est sincère. Tu vois, la sincérité, je pense, c'est 90% de tes vannes. Si tu es sincère... Moi, je suis... Tu vois, Gaspard Proust, je déteste le mec et je déteste l'humoriste parce qu'en fait, il nous a menti. Il a fait genre que c'était un espèce d'irrévérencieux pendant des années, mais en fait, on savait pas que c'était un facho. Et que le mec, il jouait pas un personnage. Je vous conseille de lire le torche-cul qui est devenu le JDD, où ce garçon, il a une chronique, Gaspard Proust. Mais honnêtement, c'est valeur actuelle à côté, c'est Casimir. Ouais, il m'a bloqué sur Insta, Gaspard Proust, parce que j'ai dit que c'était un caca. Tu sais qu'il a écrit là une chronique. Grosse vanne, Vraiment, t'aurais pu... Non mais je crois qu'il t'a bloqué parce que c'était naze, pas parce que ça lui a fait mal. Maintenant que tu m'as dit ça. C'est qui cet enfant de 4 ans qui m'envoie des messages? Et alors, il a dit ça, je vais te bloquer aussi. Il a écrit... Rien que pour cette vanne. Shadowman, Cacaman. Non mais surtout, il a écrit la dernière chronique que j'ai lue, là, vous arrêtez pas de m'envoyer ça. Ne m'envoyez pas son contenu parce que vraiment je le conchis et tous les gens qui sont derrière à commencer... caca aussi. Oui, c'est une manière plus élégante de le dire. Okay. Mais Laurent Ruquier, comment tu produis un mec? La dernière chronique, elle s'appelle Far West. Je te l'ai envoyé, Thomas. Elle est dégueulasse. Il parle des mecs de banlieue en disant que c'est des bons à rien et tout. Et d'un coup, tu dis, mais gars, pourquoi les portes, elles te sont encore ouvertes? Franchement, je me disais, même Zemmour, il est plus pertinent. Enfin, tu vois, la punchline, bon, il n'a pas le talent de Jean-Marie Le Pen, qui reste pour nous le numéro uno de la punchline facho. Number one. Ah non. Le Pen, tu peux pas, parce que pour le coup, là où c'était impressionnant, c'était qu'il est sincère. Il pourrait faire un showcase. Non mais parlons-en, mais Le Pen, c'était de la poésie raciste, frère, c'est Rimbaud. Quand le gars, il te dit, les Noirs, ils sont inférieurs, c'est beau parce que... Non, mais il le pense vraiment. Quand il te dit... L'Holocauste, c'est un détail de l'histoire. Les chambres à gaz. Les chambres à gaz, et puis il le répète à la radio, oui. Non, mais je sais pas si tu mesures, il n'y aura plus de Le Pen. C'est un mec, c'est horrible, tout ce qu'il a dit, c'est horrible, mais c'est cohérent. Il n'y a pas un jour où il nous a surpris. Mes frères, le soir des attentats, je te le redis, tout le monde dit « je suis Charlie », il prend pas la parole. La France entière se dit « mais attends », et à 23h, il envoie « je suis Charlie Martel ». Génie, frère. Mais c'est un génie de ce que c'est Charlie Martel. Et j'ai dit, mais gars, mais non, mais c'est surtout quand il a appelé Philippot, ce qui est très grave, il a dit, ma fille est entourée de gestapettes. Mais j'ai chialé de rire, frère.
Comment insulter 2 fois un homme en un mot? Incroyable. Non mais frère, 2 insultes en un mot. Non mais Gestapet, l'autre Philippot, il a dû dire franchement c'est pas gentil. Ouais, c'est beaucoup. Mais c'est bien écrit. Non mais tu vois, moi, il y a des fachos des fois qui écrivent des trucs, c'est balourd. Mais Le Pen, ce que je veux dire, c'est qu'il incarnait une forme de violence dans le racisme. Aujourd'hui, même Zemmour et tout, ils essayent, tu vois, quand Zemmour il dit oui, le Stade de France, ça serait bien déjà qu'il soit construit en France. Bof. Pas mal. Il a essayé. Mais Le Pen, il t'aurait fait une sortie, frère, en disant j'ai vu des gens là, sur des chameaux, là, en train de jeter du couscous au visage de... Non mais frère, il aurait dit des trucs où on aurait dit mais frère, non mais surtout. C'est vrai que s'il avait, il avait été un peu plus vigoureux après les attentats, Le Pen là depuis quelques années, il s'en serait donné à cœur joie. Non mais parce que surtout actuellement, on a l'impression que les gens sont plus sains que Le Pen. Mais Le Pen, tous les Arabes et les Noirs, tous les Juifs, tous les Asiatiques qui écoutent ce podcast, on préfère Le Pen, on préfère l'original à la copie. Les autres, ils sont pas très bons, tu vois. Boc-côté, là, à part dire wokisme, Le Pen, il venait, il prenait la parole, frère, c'était foudroyant. Et en plus, moi, quelque part, ça me manque. Ça me manque parce que, franchement, pour le coup, Le Pen, moi, je chialais de rire. Et surtout, nous, on est devenus humoristes un peu en aversion de... Le téléphone. On est au téléphone. C'est ton taxi là. Faut que je m'en aille. Ben voilà. C'était génial. Faut qu'on s'en aille. Mais c'était pour te dire, pour finir là-dessus, moi je pense qu'on a été humoriste, maintenant que je le dis à haute voix, en aversion de Le Pen. Je pense que je suis aussi devenu, j'ai pris l'humour parce que c'était pour moi le seul moyen de contre-pouvoir, de pouvoir m'attaquer aux fachos. Et franchement, le choc émotionnel, c'est 2002. C'est vraiment l'an zéro pour moi de l'engagement. Mais ce qui me fascinait, c'est que les fachos que je combattais, ils n'avaient pas l'ambition de vouloir plaire au plus grand nombre. Le Pen, franchement, ce qu'il a dit sur les Juifs, comme tu disais tout à l'heure, ou ce qu'il a dit sur les Arabes, sur les Noirs, c'était à chialer de rire. C'était grave. Mais il n'avait pas l'ambition de gouverner comme ça. Ça venait du cœur. Ouais. D'ailleurs, elle est beaucoup plus violente dans cette campagne législative que présidentielle. Vous avez remarqué qu'elle a remplacé Zemmour sur tout ce qui est islamophobie et tout. Elle y va. Elle y va beaucoup plus que pendant la présidentielle. Bah parce que c'est rentable. Oui. Non mais franchement, comme tu as dit tout à l'heure, Zemmour, il est rentré dans le rang avec son score. Non mais qu'est-ce que vous seriez sans nous ? C'est vrai, t'enlèves l'islam à des gens, je pense que tu leur enlèves 90%. Tu vois, là, Jordan Bardella, Le Monde a écrit un article sur lui en disant il essaie de se démarquer via l'identitaire, Jordan Bardella. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est ce qu'il amène sur les plateaux télé. Grand-mère algérienne, t'as vu ça ? Oui, j'ai vu ça. Mais c'est ouf. Non mais frère, c'est pathologique. Faut leur présenter des psys. Faut lui dire, non mais les mecs, ils sont capables de dire oui, mais ma grand-mère, elle a arrêté d'être arabe. Le matin, elle s'est réveillée, elle n'aimait plus la semoule et elle a commencé à manger des endives. Mais les mecs, non mais c'est pathologique. Moi, je pense qu'il faut... Zemmour, c'est vraiment... Soit un jour, il enlève son masque en disant « Je vous dis busy !» Et Algérien et Chamami. Mais soit, franchement, Zemmour, c'est un cas d'école. C'est que vraiment, je crois, il n'a pas de miroir chez lui. Il n'est pas au courant qu'il a une tête, frère. Mais il n'y a pas plus bougnoule que lui. Si t'as pas un oncle comme Zemmour avec sa tête qui fume des clubs devant la maison en disant ça va les jeunes, c'est vraiment aussi l'avenir. J'ai un oncle moi qui ressemble beaucoup à Zemmour, Mustapha là, à Casa. Oui, c'est vrai. Il le ressemble. C'est vrai. Il dit que des trucs marrants. Tu mets une bonne vanne. Un jour je lui dis mais t'as combien d'enfants ? Moi je croyais qu'il avait que ma cousine. J'ai un autre enfant. Je dis ah bon et tout, je savais pas que j'avais un cousin. C'est le mari de ma tante. Je dis mais attends, ça fait depuis que je suis né, je te connais, jamais tu m'as parlé de lui. Je dis ouais, je l'ai avec une Israélienne. Et elle m'a dit il est juif et j'ai plus de nouvelles. Là, j'ai dit mais qu'est-ce que tu viens de dire ? Frère, j'ai eu un fou rire, je pleurais de rire. Et je lui dis donc je lui dis t'as un enfant ? Il me dit oui, j'ai un enfant en Israël. Et tu vois, c'est limite un début de film. Ah, j'ai cru que son enfant c'était Zemmour. Non mais écoute, l'histoire elle est folle parce que pourquoi il m'a fait gaulerie ? C'est que lui il était musulman, elle était israélienne. Enfin, il était musulman, lapsus. Il était marocain, elle était israélienne. Ouais. Ils se sont rencontrés à Casablanca. Ils ont eu un enfant. Elle a dit mon fils, il est juif. Mon oncle, parce qu'à l'époque, il faut dire la vérité, dans les pays comme le Maroc, l'Algérie, Tunisie, il y a une violence dans les couples et tout. Tu sais, tu peux te barrer, frère. C'est-à-dire, les femmes, elles n'avaient même pas le truc de se dire je vais. Et donc, elle a pris son enfant, elle est partie en Israël. Elle vit en Israël. Pas de nouvelles. Et non, mais ce qui me frappe, c'est que mon oncle, ça ne l'affecte pas. C'est genre, quand je lui dis ça, je lui dis, moi, c'est là où j'ai vu que j'étais un occidental. J'avais le film. On arrive à Tel Aviv,
On voit, je dis, oh putain, il a le même nez que toi. On fait une soirée, fin du film. Mon donc il dit, ah non. C'est pas si son enfant. Voilà. Je lui dis, t'espères au moins qu'ils vont bien. Je les connais pas. J'ai pas de nouvelles. Next. C'est génial, je m'en vais. Merci mesdames et messieurs, c'était général. Génial, c'était général. C'était génial ce podcast. C'est le retour d'Alexandra, s'il vous plaît, on applaudit Alexandra. On applaudit Charlotte. Il y avait un auditeur formidable, il est venu seul. Merci à toi. Tu t'appelles comment J'ai l'impression... Merci Vincent. Là c'était l'expo universelle. J'ai l'impression d'être un Kanak en 1900 à Paris. Merci en tout cas mesdames et messieurs. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. Il y aura du monde évidemment. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. C'est comme ça qu'on marche. Merci en tout cas. Ne changez rien. C'est la France qui va changer. À demain. Bisous. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvellevanne.com.